après, pendant que j'étais à l'ORTB en tant qu'assistant de LH Abdelwahab Bakari, j'ai eu un emploi à temps plein à Stewart Global Solutions. C'est une société américaine qui était basée quelque part vers le service des renseignements derrière Conviso, et pour une société pour laquelle j'étais traducteur-interprète. Et ça, c'était mon tout premier job payé à l'époque. Et j'étais tellement content d'avoir ce job-là. Après Stewart Global Solutions, j'ai créé mon entreprise, ma toute première entreprise légalement créée, c'était Moudachiro Production. Évidemment, comme j'étais dans la production musicale, tout, et puis beaucoup d'autres services, j'avais créé Moudafone. Après, on a créé le MLI Moudachiro Language Institute, l'Institut de langue. Après ça, j'ai travaillé en tant qu'indépendant, en tant qu'interprète, traducteur freelance. On dit traducteur, interprète freelance, c'est-à-dire que indépendant, voilà, travaillant pour diverses organisations internationales. De Cotonou, ensuite je suis parti pour Accra. Après Accra, je suis allé m'installer à Abidjan. Et c'est d'Abidjan qu'on m'a recruté à l'OCI, à Jeddah, en Arabie Saoudite. Après quoi, je suis maintenant à la CEDEAO. Voilà un peu mon parcours professionnel. C'est beaucoup de choses. Hein. Vous voyez de la musique, le journalisme à l'ORTB, la traduction, l'interprétation, l'entrepreneuriat, les travaux sur ce Soloulet, au milieu là, c'est le nom du cabinet qu'on avait créé en 2016 ou 2017, cabinet de traduction et d'interprétation, avec certains camarades et tout. Donc, c'est pour vous faire un résumé, ça c'est le résumé de mon parcours. Diapo suivant. Voilà. Alors, voici la partie la plus importante. Where there is a will, there is a way. Vous êtes des étudiants en fait parcours. Dr Koto m'a dit que vous êtes en licence 3, c'est bien ça? Oui. Donc certains vont à la fin de l'année, là en juin déjà, avoir leur parchemin. Certains vont poursuivre pour faire le master et le doctorat, d'autres vont s'arrêter là pour aller chercher les opportunités, ce qui est bien. Alors, à ce moment crucial, à ce tournant de votre vie où vous voulez prendre un chemin très important, le chemin de la vie professionnelle, voici quelques stratégies que j'ai apportées pour vous. Numéro 1, ce que j'ai appelé la chômagicine. La livatine, l'aspirine, la chômagicine, c'est le médicament qui tue le chômage. Hein? La chômagicine que je vous apporte, c'est l'excellence. Dans ma vingtaine d'années d'expérience dans le monde professionnel, j'ai constaté que, et je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, je profite pour dire, hein, j'ai une page, une chaîne YouTube, Coach Moudachiro Badamasi. Les 7 clés de la réussite, il y a une de mes vidéos intitulée Les 7 clés de la réussite où je disais aux élèves que dans mon expérience, les élèves et étudiants excellents, qui sont excellents, ils ne chôment jamais. Sur 1 million d'étudiants excellents, vous allez voir peut-être 1 ou 2 qui vont vous dire qu'ils sont dans un chômage intermittent, même pas quand vous êtes vraiment excellent. Regardez autour de vous, hein, vous pouvez, et puis vous pouvez commencer à faire la remarque dès maintenant. Celui qui sortira major de cette promotion, soyez sûr, regardez s'il n'y a pas les mamans du village derrière lui, il ne va pas chômer. C'est jamais, ça n'arrive jamais. Quand vous êtes excellent, vous ne chômez pas. Donc, la première chômagicine, c'est d'être excellent. Vous êtes tellement bon que, ça veut dire que même vos ennemis, avant de quelqu'un, mettons, et non pas, même votre ennemi, quand vous êtes tellement bon que lui-même il reconnaît que non, il est bon, il est bon. On peut parler d'autres choses, hein. Peut-être qu'il a les yeux bizarres, il s'habille bizarre, il s'habille mal, tout ça. Mais quand vos ennemis même font des commentaires sur vous, ils vont dire, oh, non, il faut pas sur l'écriture. Il n'a même pas ajouté l'écriture. Il ne faut pas lui confier des choses à écrire. Il va écrire des trucs bizarres sur l'écriture, c'est comme l'écriture de cartes là. Ils vont aller sur d'autres côtés. Mais ils savent que sur le plan technique, vous avez la compétence, rien à dire. Vous êtes excellent. Quand vous avez ce niveau d'excellence là, soyez tranquille.
c'est la chômagicine qui ne rate pas. Alors, le headhunting. C'est quoi le headhunting? Aucune idée. C'est quoi le headhunting? Aucune idée. Ah, c'est ça. Clairement. C'est quoi le headhunting? Aucune idée. C'est quoi le headhunting? Le headhunting, c'est la chasse au talent. Vous savez, dans la gestion des ressources humaines, il y a les recrutements ordinaires. Une entreprise veut un expert en énergie renouvelable, il lance l'avis de recrutement sur le RTB ou bien le tout. Vous envoyez vos dossiers et puis on vous recrute. Le headhunting, la chasse au talent, c'est-à-dire que l'entreprise veut quelque chose de pointu. Je veux un spécialiste des énergies renouvelables spécialisé dans les photovoltaïques, précisément, et qui maîtrise l'environnement béninois, et pas seulement l'environnement béninois, mais l'environnement du nord-est béninois. C'est-à-dire que c'est pointu, on recherche vraiment une expertise très pointue. Et pour ça, généralement, quand on fait le recrutement classique, on a toutes sortes de candidats et tout. Et les cabinets de recrutement ont lancé ce concept de headhunting, la chasse au talent, où lorsqu'une entreprise a besoin d'une expertise poussée, elle demande au cabinet de lui trouver ses talents. C'est pour ça qu'on parle de chasse au talent et tout. Et cette entreprise va jusqu'à débaucher même des talents. Où Dr Koto est là, ne soyez pas étonnés si un jour vous ne le voyez plus sur le campus, on dit qu'il est parti à tel endroit, tout. Parce qu'il y a des entreprises, quand on cherche précisément une compétence spécifique, on vient carrément, on sait que vous êtes occupé quelque part, vous êtes bien employé, vous avez dit, bon, écoute, tu gagnes combien 500 000 par mois. On dit, ok, nous on te donne 600 000. Dans ton cœur, tu es content, hein, tu fais comme ça. Et tu reviens, tu dis, 600 000. Et regarde, bon, on vous donne 700 000. Tu dis, 700 000, non, moi, écoutez, je ne peux pas parce que ma famille est ici et tout. Bon, on dit, bon, 1 million. Tu fais ça. 1 million? On dit, ah, bon, envoyez le contrat. Et c'est comme ça. Et les entreprises de télécommunications sont connues pour ça. MTN, Move, Celtis. C'est des entreprises qui débauchent les gars très rapidement. Vous allez voir quelqu'un qui travaillait à Move, MTN envoie quelqu'un le débaucher. Quand on sait que c'est lui qui fait tel truc, il est très bon, on va le débaucher, on dit on te double le salaire, on te paye là-bas. Et le gars, bon, tranquillement, bon, il va nous recruter. Après, Move aussi dit, on va le faire notre gars. Il dit, bon, combien on te donne là-bas? Et il double là-bas, ou bien ils augmentent 100 000 ou 200 000. Il dit, bon, viens ici. Et puis, on débauche. Donc, quand vous êtes excellent, où que vous soyez, les chasseurs de talents vont vous identifier. Ils viendront vous chercher. Soyez sûrs pour ça. Alors, commencez avant la fin. Commencez avant la fin. Comment on commence avant la fin? C'est simplement dire que commencez à travailler avant même la fin de vos études. En réalité, comme notre environnement, je ne veux pas dire les hommes politiques parce que souvent on les aide tous sur les hommes politiques. Notre environnement nous infantilise souvent. En Afrique, on a déjà vu, même ici au Bénin, association des jeunes en soutien à temps. Et le président de l'association, là, il a 45 ans. Association des jeunes soutenant, tant. Et le président a 50 ans. Bon, vous voyez, pas plus tard qu'hier, le président Emmanuel Macron a nommé Gabriel Attal Premier ministre à 34 ans. 34 ans. Mesurez votre âge, vous voyez déjà qu'il y a quelle différence. À 34 ans, on l'a nommé Premier ministre. Mais malheureusement, nous, dans notre environnement, on nous infantilise. Tout le temps, on dit non, vous êtes des enfants, vous êtes... Même, déjà que des gens forment des associations. À 50 ans, ils disent association des jeunes. Du coup, quand tu as 20 ans, tu as 18 ans, 19 ans, tu te dis, ah, si les 50 ans, ils sont association des jeunes. Bon,
est avec les enfants. Mais ne croyons pas à ça. Franchement, c'est un discours qui nous arrière. Ailleurs, les pays que nous copions, souvent l'erreur que nous commettons, c'est de copier mal. Nous copions mal. Nous copions les pays francophones, nous copions la France. Et cette France que nous copions, Emmanuel Macron a pris le pouvoir à 36 ans, si je ne me trompe. Il a pris le pouvoir à 36 ans. Ici, au Bénin, quand vous avez 36 ans, vous dites non, toi tu es. Ouais, tu es un puto. Toi tu es un enfant, il faut écarter, mets-toi de côté d'abord. Votre temps viendra, c'est une question de génération. Donc c'est une question de génération. Non, votre temps viendra. Non, il faut qu'on arrête ça. Et pour que ça s'arrête, il faut que les jeunes, nous-mêmes, nous les jeunes, il faut que nous nous prenions au sérieux. Il faut que nous disions non, 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 non. Nous ne sommes pas prêts à accepter ça. C'est notre temps. J'ai suivi un Nigérian qui a dit quelque chose qui m'a intéressé. Il dit que c'est pas juste quand on dit que l'avenir appartient aux jeunes. Il dit non. Ça, c'est toujours leur ventre d'illusion. Le présent appartient aux jeunes. Ce n'est pas l'avenir. L'avenir, ce n'est pas l'avenir. L'avenir, c'est qu'on déjà vieux. Ce n'est pas l'avenir, c'est le présent qui leur appartient. Donc en France, si à 34 ans, Gabriel Attal a été nommé Premier ministre, dites-vous que, écoutez, moi déjà, je mérite d'être déjà directeur général quelque part où j'ai les capacités. Tout. Et pour que cela arrive, il faut que vous le montriez. C'est pour ça qu'il faut commencer avant la fin. Commencer avant la fin, c'est commencer à travailler avant même la fin de vos études. J'ai une vidéo dans laquelle je parlais de stratégie pour décrocher son emploi avant même son diplôme. Décrocher l'emploi avant le diplôme. Moi, j'avais commencé à travailler avant de finir. Déjà en 2006, avant même que je ne fasse ma maîtrise, je travaillais, j'étais déjà à l'UFB, je travaillais déjà au cabinet Copico de Alain Diorab et tout, et je gagnais déjà. J'avais déjà sorti mon album avant de finir, avant de faire mon diplôme. Je faisais déjà mes concerts, là, les bacs ici, je prends mon jeton, je suis parti, et je vous donne ce que je vais donner aux danseurs, je donne pour mon manager, et puis j'avais mon truc. Je bossais déjà avant de finir. Et en Europe, en Occident, les gens travaillent pendant qu'ils sont en train d'étudier. Même si ce n'est pas le travail qu'ils ont étudié, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le domaine d'études, c'est des petits trucs à la bibliothèque de l'université par exemple, aider pour gagner un peu de sous, travailler dans un restaurant, un supermarché. Ils travaillent déjà. Donc le fait de travailler, ça vous ouvre les yeux, ça vous montre d'autres aspects de la vie que vous ne connaissez pas, parce que vous connaissez d'abord la vie académique. Mais il faut ouvrir vos yeux sur la vie professionnelle. Et plus tôt vous le faites, mieux ce sera pour vous. Également, la meilleure réussite est humaine, à deux pieds. C'est-à-dire que pour réussir dans la vie de manière générale, il faut avoir ces deux éléments-là. La compétence et le professionnalisme. Quand un élément manque dans cette équation, ça ne marche souvent pas.